Cette histoire fait frissonner. L'affaire de Krista Salani, True Crime. Dans la petite ville de Sheridan, Wyoming, un incident mystérieux s'est produit une nuit de mars 1993. La jeune Krista Salani semblait s'être volatilisée. Il n'y avait ni témoin, ni trace. Plus tard, il s'est avéré qu'elle avait reçu cette nuit-là des appels inquiétants d'un inconnu qui prétendait l'observer. Les enquêteurs sentaient que quelque chose de grave s'était produit, mais ne pouvaient trouver aucun indice. Ce n'est qu'un an plus tard qu'une découverte fortuite dans la rivière a permis de reprendre l'enquête. Sheridan, où vivent environ 19 000 habitants, rappelle les décors de western. La ville est pittoresquement située au pied des Big Horn Mountains, d'où s'ouvrent des vues spectaculaires. C'est exactement ici que s'est déroulée cette histoire mystérieuse avec Krista Salani. En 1988, Mira Koster s'est installée à Sheridan avec ses 3 filles, Dallas, Krista et Lee. Krista était la sœur du milieu. Selon sa mère, elle avait dans sa jeunesse un caractère calme et une intelligence inhabituelle. Elle écrivait très soigneusement. Krista avait une passion particulière pour l'équitation. Son poney préféré s'appelait Cannelle et a vécu plus de 3 décennies. De plus, la jeune femme était passionnée de gymnastique depuis son plus jeune âge et s'entraînait régulièrement. Au début, elle rêvait de consacrer sa vie à la danse. Mais plus tard, ses intérêts ont changé et elle a décidé d'étudier la nutrition. Krista était une excellente étudiante. Les professeurs louaient à son assiduité et sa conscience professionnelle. Au Sheridan College, elle était en 2e année et partageait un appartement avec une amie. Krista restait très attachée à sa mère et à ses sœurs. Le soir, elle travaillait au North Maverick Store, où sa mère travaillait également. Selon Mayora, elle et sa fille entretenaient une relation étroite et se voyaient presque quotidiennement. Krista venait souvent à la maison simplement pour parler. Le 12 mars 1993, à 17h, elle a commencé son service. Vers 23h45, sa journée de travail s'est terminée. Le lendemain matin, la voisine a remarqué la voiture de Krista devant la maison, mais n'a pas pu la trouver elle-même. Jusqu'au soir, elle n'est pas non plus venue travailler. Quand Mayora est arrivée au magasin, ses collègues lui ont dit qu'ils n'avaient pas vu sa fille. C'était étrange et inhabituel. Krista était toujours très responsable et annonçait toujours les changements d'horaire à l'avance. Bien que Mayora essayait de ne pas penser au pire, après plusieurs heures d'attente, l'inquiétude de la famille s'est intensifiée et ils se sont tournés vers la police. Les forces de l'ordre ont immédiatement commencé les recherches et ont découvert des signes inquiétants à la maison de Krista. La porte du conducteur de sa voiture était ouverte et des objets personnels étaient éparpillés sur le sol, un livre, du liquide pour lentilles de contact et un trousseau de clés. Cela ne correspondait pas du tout au comportement habituel de Krista. C'était une jeune femme sérieuse qui étudiait, travaillait et vivait de manière indépendante. Les enquêteurs ont immédiatement compris que quelque chose de grave s'était produit. En 1993, les habitants de Sheridan vivaient dans une atmosphère étonnante de calme et de confiance. Beaucoup ne verrouillaient même pas leur porte d'entrée. La ville était sûre et les gens marchaient dans les rues sans crainte, à toute heure. Cette image différait nettement de la situation en Russie à la même époque. Les années 90 sont devenues pour notre pays une période de grands changements et de difficultés. Le pays était confronté à des problèmes économiques et à une criminalité croissante. De nombreux films et séries ont été tournés sur cette période. Mais le nouveau projet « Les Sauvages » se distingue par son approche particulière. L'histoire se concentre sur la famille Likovtsev, père et fils, qui déménagent d'un village de la taïga à Khabarovsk,
à la recherche d'une vie meilleure. La ville traverse alors de sérieux changements. Pavel trouve un travail de chauffeur auprès d'un ancien voisin et se retrouve impliqué dans des événements dangereux. Le pouvoir dans la ville passe progressivement au groupe Obchak, qui deviendra bientôt l'un des plus influents du pays. Et les personnages principaux deviennent des personnes importantes dans sa structure. Les premiers épisodes montrent que les créateurs ont pu porter un nouveau regard sur cette période historique. La série sera particulièrement intéressante pour ceux qui idéalisent encore cette époque. Pendant ce temps à Sheridan, le procureur de district Matt Riddle s'est activement impliqué dans l'enquête. Après quelques jours, il a annoncé que selon la police, Krista avait été emmenée contre sa volonté, mais l'enquête n'avait pas encore d'indices concrets. Matt Riddle était chargé de la communication avec les médias et les informait de l'avancement de l'enquête. Dans de tels cas, cela avait une importance particulière pour le procureur et les forces de l'ordre. Si les journalistes soupçonnent que la police cache quelque chose, ils pourraient mener leurs propres enquêtes, ce qui entraverait le travail des enquêteurs. Beaucoup ont du mal à comprendre pourquoi les autorités limitent parfois l'accès de la presse aux informations. Mais pour les enquêteurs, il est important que l'affaire soit juridiquement irréprochable. L'enquête avait une importance énorme, particulièrement pour les proches de Krista. Matt, avec d'autres enquêteurs, a utilisé toutes les ressources disponibles pour trouver des réponses. Ils se sont immédiatement tournés vers le FBI pour obtenir de l'aide et ont compris l'importance d'utiliser toutes les possibilités. Les experts voulaient établir un profil du suspect présumé, mais les données manquaient. Il n'y avait ni scène de crime, ni autres preuves importantes. C'est pourquoi le FBI ne pouvait pas aider dans cette direction. La police continuait à chercher tous les indices possibles. Les enquêteurs recherchèrent des personnes qui auraient pu voir ou parler à Krista cette nuit-là. Ils ont parlé aux voisins, vérifié les magasins et les enregistrements de caméras, organisé des recherches, mais sans succès. Les premiers jours, Madame Meyer ne trouvait pas le repos, inquiète pour sa fille. Elle ne pouvait que spéculer sur l'endroit où se trouvait Krista. La femme ne voulait même pas penser au pire. Personne ne s'attend à se retrouver dans une telle situation. Mais bientôt, les enquêteurs ont eu de la chance. Un témoin important nommé Carl Heiler s'est manifesté. Dans la ville tranquille de Sheridan, Wyoming, Krista Solani a mystérieusement disparu après son service du soir au magasin local. Les circonstances étaient inquiétantes. Sa voiture était encore garée devant la maison, mais la porte était grande ouverte et des objets personnels étaient éparpillés sur le trottoir. Carl Heiler, un client régulier du magasin, a raconté aux enquêteurs des détails intéressants de cette soirée. Selon ses déclarations, il était venu plusieurs fois au magasin et avait téléphoné à Krista. Il a avoué qu'il avait des sentiments pour la jeune femme et lui rendait souvent visite au travail. Ce soir-là, tout a commencé comme d'habitude. Il est passé acheter une boisson rafraîchissante, a brièvement discuté avec Krista, puis est parti dîner. Plus tard, il a décidé de revenir pour poursuivre la conversation. Heiler a rapporté un incident étrange lors de sa deuxième visite. Selon ses dires, Krista a reçu un appel d'un certain John qui a prononcé la phrase inquiétante « Je t'observe en ce moment même ». Heiler a affirmé que l'inconnu avait appelé le magasin toute la soirée et insisté pour une rencontre. Krista a regardé par la fenêtre pour découvrir l'observateur, mais sans succès. Les enquêteurs ont accueilli cette histoire avec prudence. Soit Heiler avait fourni des informations importantes, soit il essayait de détourner l'attention de lui-même. Si ses paroles correspondaient à la vérité, la police devait identifier l'appelant mystérieux. Le soupçon est né que Krista était observée par quelqu'un. À Sheridan, Wyoming, Krista Solani a rompu tout contact après son service du soir au magasin.
Sa voiture a été retrouvée devant la maison avec la porte du conducteur ouverte, et des objets personnels étaient éparpillés sur le trottoir. Cela a causé une sérieuse inquiétude aux forces de l'ordre. L'un des clients, Karl Heiler, a rapporté un appel étrange d'un certain John qui aurait observé Christa. Les enquêteurs ne pouvaient pas déterminer le rôle de Karl dans cette histoire. Était-il simplement un témoin ou avait-il quelque chose à voir avec l'incident? Pendant la conversation avec la police, Heiler a partagé des détails inhabituels de sa vie privée. Selon ses dires, il était poursuivi par une série de coïncidences désagréables. Des choses étranges arrivaient aux femmes qui l'intéressaient. Cette déclaration a fait dresser l'oreille aux enquêteurs. Karl a avoué qu'il éprouvait de la sympathie pour Christa. Il a également mentionné un mariage raté et une ex-petite amie qui avait été impliquée dans un incident dans la rue. Heiler a exprimé de sombres suppositions sur le sort de Christa. De telles révélations ont attiré l'attention intense des enquêteurs sur sa personne. Pendant que la police cherchait des preuves de l'implication possible de Heiler, l'identité du mystérieux John restait inconnue. Bientôt, un nouveau témoin potentiel est apparu dans l'affaire. Quelques jours plus tard, les forces de l'ordre ont reçu un signalement du propriétaire du ranch. Il a rapporté la visite matinale d'un étranger le 13 mars. L'homme a frappé à leur porte à l'aube, réveillant lui et sa femme, expliquant que sa voiture était enlisée près de leur propriété. Plus tard, il s'est avéré que l'étranger s'appelait Tom Kolb. Il cherchait de l'aide pour dégager sa voiture. Cela s'est produit près du magasin où travaillait Christa et environ au même moment où elle a disparu. Les enquêteurs ont décidé que Tom aurait pu remarquer quelque chose d'important et l'ont invité à une conversation. Lors du premier entretien avec la police, Tom a raconté qu'il avait passé du temps au centre-ville à boire. Puis il a entendu parler d'une fête quelque part dans le quartier Redgate, dans la partie sud-ouest de la ville. Selon le témoignage de Tom, il s'y rendait, mais a dû freiner brusquement en traversant le pont sur Bacton Road. La voiture a dérapé et a glissé de la route. Malheureusement, cette information n'a pas beaucoup aidé l'enquête. Tom était simplement un passant fortuit. Le pont était couvert de glace, ce qui a fait perdre le contrôle du véhicule au conducteur qui a fini dans le fossé. Son comportement au volant a peut-être été influencé par la consommation d'alcool, mais à ce moment-là, les enquêteurs s'intéressaient davantage à d'autres détails. Après n'avoir trouvé aucune trace significative, les autorités ont lancé une vaste recherche de Christa avec plus de 300 volontaires. Matt Riddle voulait se joindre aux recherches quand soudain une pensée importante lui est venue. Matt Riddle se trouvait dans une situation difficile. En tant que procureur, il savait que sa participation aux recherches pourrait causer des problèmes s'il devait représenter l'affaire Christa devant le tribunal. Malgré son sincère désir d'aider, il devait se retirer. Les règles étaient assez claires. Un procureur ne peut pas recueillir personnellement des preuves, sinon il devient témoin et perd le droit de représenter l'affaire devant le tribunal. L'opération de recherche était vaste et minutieuse, mais n'a donné aucun résultat. Le temps passait. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois, mais il n'y avait aucun nouvel indice. Les enquêtes dans un endroit comme Sheridan rencontrèrent des difficultés particulières. Contrairement à une grande ville densément peuplée, il y avait ici d'immenses zones inhabitées. Cela compliquait considérablement le travail des enquêteurs. Peu à peu, la phase active de l'enquête a commencé à s'estomper. Les enquêteurs ont travaillé pendant plusieurs semaines sur toutes les théories possibles et ont examiné chaque anomalie de cette soirée. Ils ont utilisé toutes les ressources et méthodes disponibles. Mais à un moment donné, toutes les pistes de recherche possibles étaient simplement épuisées. Mira se souvient de cette période comme d'une tache floue dans sa vie. Chaque matin commençait par des larmes. Elle ne comprenait pas comment continuer à vivre. Malgré tout, elle continuait à aller au travail, bien que ce soit insupportablement difficile d'y être.
Un jour, alors qu'elle était assise derrière le comptoir, elle n'a pas pu contenir ses émotions. Les clients entraient joyeusement. Mais en remarquant son état, ils faisaient rapidement leurs achats et se précipitaient dehors. Certaines connaissances évitaient les rencontres avec Mira et envoyaient d'autres à leur place, ne sachant pas quel mot choisir. Cette incertitude pesait sur tous ceux qui étaient impliqués dans cette histoire. L'enquêteur Kevin Hughes s'était rapproché de la famille Christo pendant l'enquête. Ses collègues lui disaient souvent qu'il se souciait trop de ses affaires. Il ne le niait pas et considérait cette approche comme correcte. Mais cette enquête est devenue pour lui, comme Kevin l'a dit, particulière pour plusieurs raisons. Le problème principal qui l'inquiétait était le manque de résultats. La police ne pouvait pas donner de réponse à la famille. La jeune femme construisait sa vie, combinait travail et études au collège et aspirait à l'indépendance et au succès. Et soudain, sa vie s'est terminée par la faute d'un criminel inconnu qui se trouvait encore quelque part dans les parages. L'enquête n'avançait pas. Bien que les enquêteurs n'aient pas cessé de travailler, ils semblaient tourner en rond. Parfois, il ne reste aux enquêteurs qu'à attendre un coup de chance. À Sheridan, cette attente a duré presque 1 an. À Sheridan, Wyoming, l'histoire de Christo Solani est restée une énigme pendant presque 1 an. Les enquêteurs ont fait de leur mieux pour trouver des réponses pour ses proches, mais l'enquête n'avançait pas. En mars 1994, cependant, une piste inattendue est apparue. Au Big Gus Creek, un pêcheur local passait du temps avec son fils. Soudain, la ligne de pêche s'est tendue et ils ont pensé avoir un poisson au bout de l'hameçon. Mais au lieu d'une prise, ils ont découvert un cardigan clair dans l'eau. Intrigués, ils ont décidé de fouiller les poches. À l'intérieur se trouvait un permis de conduire et une carte de bibliothèque du collège local. Les documents appartenaient à Christo Solani. Sa photo y figurait. Pour les enquêteurs, c'était un indice important dans la longue enquête. Bien que Christo elle-même n'ait pas été retrouvée, le cardigan découvert pourrait mener à de nouvelles preuves. Cependant, pour la famille Solani, cette découverte avait une toute autre signification. Jusqu'à ce moment, les proches avaient gardé l'espoir d'une issue favorable. Mais la découverte des effets personnels de Christo a dissipé les dernières illusions. Néanmoins, cette découverte a donné un nouvel élan à l'enquête. Les enquêteurs ont recommencé à interroger tous les témoins et les personnes potentiellement impliquées. Ils ont d'abord invité Karl Heiler à un entretien. Il maintenait toujours sa version précédente des événements. Selon ses dires, il est allé au magasin de Christa et a été témoin d'une étrange conversation téléphonique. Un homme inconnu, qui s'est présenté comme John, l'informait d'une surveillance. Les enquêteurs n'ont pas pu découvrir qui était ce mystérieux John. L'intérêt des enquêteurs a été éveillé par une conversation avec Tom Kolb, qui se trouvait au bord de la route cette nuit-là, quand Christa a disparu. Son comportement semblait inhabituel. Il a demandé de lui-même si on le considérait comme impliqué dans la disparition de la jeune femme et s'est renseigné sur les résultats des recherches. De telles questions ont naturellement éveillé les soupçons des enquêteurs. Peut-être que le témoin en savait plus qu'il ne le disait. Tant Karl Heiler que Tom Kolb restaient sous surveillance étroite, mais il n'y avait toujours pas de preuves concluantes. L'examen de la zone où les vêtements de Christa ont été trouvés n'a pas apporté de nouveaux indices. L'enquête était dans une impasse. Mais après 3 mois, une découverte fortuite a complètement changé le cours de l'affaire. Dans le même Big Gus Creek, un groupe d'amis passait leur temps libre. L'un d'eux, en nageant, a heurté quelque chose de tranchant au fond et s'est blessé à la jambe. En cherchant la cause, il a fait une découverte inquiétante. La découverte s'est avérée être un fragment de reste, trouvé à quelques kilomètres en aval de l'endroit où le vêtement de Christa avait été trouvé précédemment.
les objets trouvés ont été immédiatement transmis au Dr George Gill, expert en anthropologie de l'Université du Wyoming. Normalement, quand les enquêteurs apportent des découvertes aux experts, ils fournissent des informations détaillées, lieux et circonstances de la découverte. Cette fois, cependant, le Dr Gill n'a reçu aucun détail. On lui a remis les matériaux et on lui a demandé de faire une analyse indépendante, basée uniquement sur ce qu'il voyait. Habituellement, de tels examens sont effectués selon 50 paramètres différents. Dans cette situation, le Dr Gill n'a pu déterminer qu'un seul indicateur. Il a établi que la découverte appartenait à une jeune femme d'ascendance européenne. D'après les particularités de la dentition, l'expert a pu estimer l'âge approximatif à environ 18 ans. Parmi les personnes disparues dans cette région, seul Christo Salani correspondait à la description. La comparaison avec les dossiers dentaires a confirmé l'identité. Les enquêteurs avaient maintenant des preuves irréfutables de l'incident avec Christo Salani. Sa mère, Mira, allait devoir entendre de dures nouvelles. Après la confirmation de l'identité, les enquêteurs lui ont communiqué les résultats. Ce fut une dure épreuve. Un an s'est écoulé, et Mira a enfin appris la vérité, bien qu'il y avait plus de questions que de réponses. Les enquêteurs devaient recommencer leur travail depuis le début. Les enquêteurs ont repris contact avec toutes les personnes interrogées précédemment. L'enquêteur Kevin Hughes avait de moins en moins de doutes sur Karl Heiler. Son attention se portait cependant de plus en plus sur une autre personne dans l'affaire, Tom Kolb, dont la voiture était garée au bord de la route à 200 mètres de l'endroit où la veste a été trouvée. Un facteur important était que le vêtement ne pouvait pas remonter la rivière tout seul. On ne peut pas remonter le courant sans moteur. Cela a renforcé l'intérêt pour la personne de Kolb. Un an après la disparition de Christo, les enquêteurs ont décidé de vérifier son implication pour la 3e fois de manière approfondie. Tout indiquait que quelque chose d'irréversible était arrivé à Christo. Cependant, il manquait à la police l'essentiel, la scène du crime. D'un point de vue criminalistique, il ne semblait plus possible de la trouver. D'autres indices essentiels n'ont pas non plus été trouvés. La situation avec Tom nécessitait une décision. Les enquêteurs avaient accumulé des questions sérieuses. Ils devaient soit retirer complètement Tom Kolb de la liste des suspects, soit concentrer toute l'enquête sur lui. S'il n'était pas impliqué, cela signifiait que le coupable était encore quelque part dans les parages. La recherche dans la rivière est restée sans résultat. Les craintes des proches et des forces de l'ordre se sont confirmées. Tom Kolb, qui n'était auparavant considéré que comme témoin, est devenu le principal suspect. Il a accepté une nouvelle rencontre avec les enquêteurs, déjà la 3e. Cette fois, la conversation a été particulièrement détaillée. Les enquêteurs ont analysé chaque détail et ont essayé de reconstituer minute par minute les mouvements du suspect ce soir-là et sa connaissance de l'incident avec Christo Sala. Ses réponses différaient peu de ses déclarations précédentes. Il semblait sûr de lui, était amical et répondait sans hésiter. Cependant, l'agent Hughes ne se précipitait pas pour l'exclure du cercle des suspects. Quelque chose dans les récits de Tom Kolb éveillait des doutes. Lors d'un interrogatoire plus approfondi, l'agent a reçu des informations inattendues. Il s'est avéré que Kolb avait déjà eu des problèmes avec la loi dans le comté de Lincoln, Colorado. Il avait été arrêté pour un délit grave, mais en raison d'une erreur administrative, ces informations n'avaient pas été saisies dans la base de données nationale. Il est remarquable que cet incident n'ait été connu que parce que Kolb l'a mentionné lui-même. Kevin et ses collègues ont été confortés dans leurs soupçons, mais ils avaient besoin de preuves solides. Ils ont commencé un interrogatoire approfondi de Tom Kolb. Une longue confrontation a commencé entre les enquêteurs et le suspect. Chaque mot de ses déclarations devait être soigneusement vérifié. Kevin a commencé par une question habile.
Il s'est renseigné auprès de Kolb sur les caméras de surveillance du bâtiment de la police de Sheridan en face du magasin de cristaux. En réalité, il n'y avait pas de caméra là-bas, mais Kolb ne le savait pas. Hughes donnait délibérément l'impression que tous les visiteurs du magasin auraient pu être filmés par les caméras. Il a répondu sans délai. Il a avoué qu'il connaissait Krista. Kevin s'est renseigné sur la durée de leur connaissance. Tom a parlé d'1 mois de rencontre. Selon ses dires, ils ne faisaient que sortir ensemble, sans intimité. Soudain, l'histoire de Tom Kolb a pris un tournant inattendu. Il a admis qu'une relation personnelle les liait. Kevin a alors proposé d'examiner sa voiture. Kolb n'avait rien contre la vérification. La question suivante de Kevin était particulière. Pourrait-il trouver quelque chose dans la voiture qui soit lié à Krista ? Kevin a mentionné le produit spécial luminol, qui peut révéler même des traces soigneusement dissimulées. Après ces mots, Tom est devenu visiblement tendu et a de nouveau changé son histoire en quelques instants. Il a maintenant ajouté un nouveau détail à son aveu concernant sa relation avec Krista. Apparemment, cette nuit-là, ils auraient lutté en plaisantant dans la voiture et il l'aurait accidentellement effleurée, laissant des traces sur la jeune femme. Tom Kolb essayait d'expliquer les traces dans la voiture par un incident accidentel. L'agent Hughes a découvert que l'épouse de Kolb n'était pas en ville le soir de la disparition. Cependant, l'enquêteur doutait de la véracité du récit de Tom sur sa rencontre avec Krista. Sous la pression de Hughes, l'histoire de Kolb changeait constamment. Finalement, il a avoué qu'il était lui-même ce John qui appelait Krista au magasin et parlait de surveillance. Quand Kevin Hughes a demandé si quelqu'un aurait vu la voiture de Tommy près de l'appartement de Krista le soir du 12 mars ou tôt le 13, celui-ci a étonnamment répondu par l'affirmative. Selon Tom, il était en colère parce que Krista avait promis de venir à la fête mais n'est jamais venue. Il a raconté comment il s'est rendu à sa maison et a commencé à crier à cause de la tromperie. Puis il a ouvert la portière de la voiture et a jeté ses affaires sur le trottoir. Ensuite, selon ses déclarations, il serait rentré chez lui. Mais l'histoire devenait de plus en plus confuse. Au cours du long interrogatoire, Tom s'empêtrait de plus en plus dans des contradictions. Bien qu'il niait toute implication dans la disparition de Krista, il admettait maintenant ne pas être rentré chez lui après cette rencontre. Tom insistait sur le fait que Krista était partie volontairement avec lui. Selon ses dires, il l'a suivie jusqu'à la maison et quand elle est allée à la porte, il s'est soudainement retrouvé à côté d'elle. Selon son récit, ils se sont retrouvés après une rencontre soudaine sur le trottoir. Ses affaires, livres et clés, sont tombées par terre. Après une brève lutte, elle a perdu connaissance et il l'a portée jusqu'à sa voiture. Kolb a accepté de montrer à l'agent Hughes et aux autres enquêteurs le lieu de la rencontre avec Krista. Il a raconté avoir choisi la route isolée vers Biggest Creek pour éviter les témoins accidentels. Après environ 10 minutes de trajet, Krista a repris conscience. À ce moment-là, il a sorti un outil de son kit. Hughes notait soigneusement leur conversation. Bientôt, Tom a fait un autre aveu qui différait fortement des versions précédentes. Je l'ai rencontrée à Maverick. Nous nous sommes dit au revoir. Nous nous sommes embrassés. Je lui ai dit de rentrer chez elle et j'ai suivi. Ensuite, elle était dans ma voiture. Nous sommes arrivés ici à la rivière, a-t-il rapporté. C'était le premier des 3 aveux de Tom Kolb concernant les événements avec Krista Solano. Finalement, Kevin a emmené Tom Kolb à cette section de route, où celui-ci a montré l'endroit où sa voiture s'est retrouvée sur l'accotement. Pendant le trajet, une grave confrontation a eu lieu entre eux. À cause du verglas, la voiture a perdu le contrôle et s'est enlisée.
Après 1 an, Kevin est revenu ici avec la personne qu'il avait cherchée pendant plusieurs mois. C'est exactement ici que Kolb a raconté ce qui était arrivé à Krista Solani. Selon Kevin, il a ressenti du soulagement. Le chemin jusqu'à ce moment avait été long. L'enquête a pris beaucoup de temps. C'était particulièrement difficile pour les proches de Krista. Maintenant, les enquêteurs pouvaient donner à la famille les réponses tant attendues. Après être sorti, Kolb a commencé à raconter les événements de cette nuit-là. L'enquêteur lui a demandé de montrer tous les lieux liés à l'incident. Ainsi, ils sont arrivés au bord du Big Goose Creek. Kevin a enregistré le rapport de Kolb sur les événements fatidiques de cette nuit-là. Selon ses dires, Krista a essayé de quitter la voiture quand elle s'est enlisée sur le bord de la route. Il l'a rattrapée à la rivière. Lors de l'interrogatoire, il a montré aux enquêteurs l'endroit exact du crime. Selon le témoignage de Tom, il a tiré Krista dans l'eau et l'a maintenue là jusqu'à ce qu'elle se taise. Beaucoup pensaient qu'un procès pourrait être évité. Il y avait un aveu de plusieurs heures enregistré de Tommy Kolb. Cependant, c'était la seule chose dont disposait l'enquête. Les enquêteurs savaient, sans preuve matérielle, un aveu seul n'a pas de poids. Matt Riddle, le procureur principal, devait confirmer chaque mot de la déclaration de Kolb. Sa tâche était d'éliminer tous les doutes possibles. Chaque procureur essaie de prouver qu'il n'y a qu'une seule explication aux événements, l'implication de l'accusé. Matt Riddle était conscient que même un aveu enregistré ne garantissait pas une condamnation. Tom Kolb a rétracté sa déclaration et a affirmé qu'il n'avait avoué que pour mettre fin à la pression de la police. Cela signifiait que le procureur de district de Sheridan, Matt Riddle, avait un travail difficile à faire devant le tribunal. En février 1995, le procès contre Tommy Kolb a commencé. Selon les souvenirs de Matt Riddle, le contre-interrogatoire de l'accusé était particulièrement remarquable. Celui-ci a décidé de témoigner, un cas rare dans de telles procédures. Normalement, les accusés se taisent dans de telles procédures. Mais cette affaire était particulière. Matt Riddle a commencé à interroger Tommy avec un objectif précis pour les jurés. Kolb connaissait des détails de l'incident qui n'étaient pas apparus dans la presse. Selon les enquêteurs, certains détails ne pouvaient être connus que de quelqu'un qui était impliqué dans l'affaire. Matt Riddle a décidé d'utiliser ce moment. Il a vu l'opportunité de prendre Kolb au mot. Le procureur s'est tourné vers lui et a proposé de parler de la clôture. Les personnes présentes dans la salle pensaient qu'il s'agirait de la barrière que Krista avait heurtée lors de sa tentative de fuite. Mais Tom a commis une grave erreur. Il a commencé à parler d'une toute autre clôture qui était liée à l'affaire. Tommy affirmait que de telles clôtures se trouvaient devant chaque bâtiment. Quand Matt a demandé de préciser de quoi il s'agissait exactement, l'accusé a mentionné la clôture devant son appartement. Il parlait de la maison de Krista, où tout avait commencé. Par ces mots, Tom a involontairement révélé sa présence sur la scène du crime et a ainsi gravement compromis sa propre défense. Il a confirmé qu'il était chez Krista ce soir-là, sans remarquer qu'il divulguait des informations qui ne pouvaient être connues que de quelqu'un qui était impliqué dans sa disparition. Pendant l'interrogatoire, Matt Riddle a réalisé qu'il avait pris le suspect sur un détail important. Il était conscient que les mots qui venaient d'être prononcés nécessitaient une attention particulière. Après de longues délibérations, les jurés ont rendu leur verdict. Tommy Kolb a été reconnu coupable d'être impliqué dans la disparition de Krista Solani. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il est à noter que l'arrestation n'a eu lieu qu'1 an après l'incident. 12 mois supplémentaires, les enquêteurs ont attendu le début du procès. À la fin, la famille Solani a reçu la seule chose que le système judiciaire pouvait leur offrir.
après la conclusion des audiences, Matt Riddle a partagé ses sentiments. Il ressentait un véritable soulagement car il avait tenu sa promesse envers Mira Solani. Il avait réussi à clore l'affaire et à assurer une juste punition pour la personne qui avait détruit leur famille. Les histoires qui nous bouleversent cachent souvent des circonstances encore plus troublantes. Et cette affaire révèle les côtés sombres de la nature humaine que beaucoup préféreraient ne pas connaître. Au cœur du récit se trouvent des événements qui nous font réfléchir sur ce dont les humains sont capables lorsqu'ils franchissent les limites. En août 1999, Pamela Mastropietro est née dans la capitale de l'Italie. Dès les premiers jours d'école, Pamela se distinguait par une caractéristique inhabituelle. Elle était trop ouverte et confiante envers les autres. Cela rendait difficile ses relations avec ses pairs. La situation s'est compliquée par l'émergence de problèmes familiaux, ce qui l'a profondément affectée. Progressivement, son comportement est devenu de plus en plus inhabituel. Malgré son intelligence naturelle, ses performances ont commencé à baisser. Son état émotionnel était instable, ce qui rendait les contacts avec ses camarades de classe encore plus difficiles. L'âge adulte a apporté de nouvelles épreuves à Pamela. Sa confiance en elle a été gravement ébranlée. Les médecins lui ont diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline. À la recherche de l'acceptation de soi, elle s'est retrouvée en mauvaise compagnie où elle a découvert des substances interdites. Sous leur influence, elle se sentait plus détendue et oubliait ses peurs. Les parents voulaient aider leur fille, mais devaient consacrer beaucoup de temps au travail. La situation s'est détériorée, mais pendant un moment, la famille a réussi à faire face à ce problème. La rencontre avec un Roumain de 20 ans a tout ramené au point de départ. Cette relation a suscité des inquiétudes dès le début. Pamela cachait son nouveau petit ami à sa famille. Elle était souvent absente de la maison. Les signes de consommation de substances sont réapparus. Elle ignorait les conseils de sa famille. Son compagnon partageait cette habitude nocive avec elle, mais a disparu après quelques mois, laissant Pamela seule avec sa dépendance. Lorsque la situation est devenue critique, les parents ont pris des mesures décisives. En octobre 2017, Pamela, âgée de 18 ans, a commencé un traitement de 3 mois au centre de réhabilitation de Macerata. Ses parents, Alessandra Verni et Stefano, étaient des personnes respectables. Les problèmes de leur fille ont été un choc sévère pour eux. Ils croyaient que Pamela retrouverait une vie normale après la réhabilitation. La famille supposait que le centre avait une surveillance 24 heures sur 24 des patients et qu'il n'y avait pas d'accès aux substances interdites. La réalité était différente. Elle pouvait librement quitter le centre même après le couvre-feu. Cependant, selon Pamela, elle ressentait vraiment une amélioration. L'échange avec des personnes ayant des problèmes similaires l'a aidé à trouver compréhension et soutien. Les photos de Pamela Mastropietro, âgée de 18 ans, parues dans les médias le 31 janvier 2018, ont attiré l'attention du public sur la disparition inattendue de la jeune femme. À cette époque, Pamela était dans la phase finale d'un programme de réhabilitation. Elle avait établi de bonnes relations avec le personnel du centre et les autres patients. Ils furent les premiers interrogés par les enquêteurs après que ses parents inquiets eurent pris contact. Les conversations avec eux ont aidé à créer une image complexe de sa vie. Il s'est avéré que sa dépendance s'était aggravée dernièrement. Malgré tous les efforts, le programme ne semblait pas donner les résultats souhaités. Les parents se sont adressés à plusieurs chaînes de télévision pour demander de l'aide dans les recherches. Ils ont supplié tous les compatissants de les aider et ont promis une récompense pour toute information utile. L'inquiétude publique a grandi, particulièrement parce que les enquêteurs n'ont pas pu déterminer où se trouvait Pamela 2 jours après le signalement.
La situation a changé lorsqu'un passant a contacté la police après avoir découvert 2 valises suspectes à quelques kilomètres de Macerata, où vivait la jeune femme. Les valises trouvées dans un fossé de la zone industrielle ont éveillé les soupçons en raison d'une odeur inhabituelle. Les enquêteurs arrivés sur place y ont découvert quelque chose qui les a poussés à commencer immédiatement les investigations. L'analyse a confirmé, une des valises appartenait à Pamela, et dans la seconde se trouvait elle-même. Les parents ont entendu les nouvelles à la radio, mais n'ont pu croire à la réalité des événements que lorsque les enquêteurs sont venus chez eux le soir. La mère a particulièrement mal pris la nouvelle. Elle avait toujours cru que sa fille pourrait surmonter ses problèmes. Elle rêvait d'un avenir radieux pour Pamela. Maintenant, ses espoirs ne se réaliseront pas. L'enquête a révélé que la jeune femme avait passé les derniers jours au centre de réhabilitation, où elle se préparait à terminer une autre phase du programme. Les enquêteurs s'y sont rendus immédiatement. Selon des connaissances, elle avait convenu d'un rendez-vous avec quelqu'un au centre et voulait partir. Les enquêteurs ont commencé à analyser les enregistrements de surveillance. Il s'est avéré qu'elle avait effectivement quitté les locaux du centre le soir. Pamela est partie avec une valise, possiblement avec l'intention de ne pas revenir. Personne n'a essayé de l'arrêter. La jeune femme s'est dirigée vers la gare la plus proche. Les caméras ont enregistré comment elle est montée dans la voiture d'un chauffeur de taxi local. Au cours de l'enquête, la police a réussi à trouver le premier chauffeur, un homme de 45 ans d'une ville voisine. Il a raconté avoir conduit Pamela à la gare, où elle a manqué le train pour Rome. Selon ses dires, elle prévoyait d'attendre le train suivant. Cependant, les événements ont pris une tournure inattendue. Au lieu d'attendre à la gare, Pamela s'est adressée à un autre chauffeur de taxi. Ce chauffeur, avec qui les enquêteurs ont parlé plus tard, lui a proposé de passer la nuit chez lui. Le matin, le voyage à Rome ne s'est à nouveau pas concrétisé. Elle a demandé à être conduite au parc de Macerata. Dans le parc, elle a rencontré un jeune homme nigérian nommé Desmond. Lors de sa conversation avec la police, il a confirmé que Pamela l'avait payé avec le collier en argent de sa mère. La fois suivante, elle a été vue dans la pharmacie voisine. Sur les images de surveillance, on la voit entrer avec une valise et acheter une seringue. Le pharmacien a remarqué un détail important. Un homme la suivait. Cet homme s'est avéré être Innocent Segal, un Nigérian de 30 ans qui vivait illégalement dans le pays depuis 2014. Il avait récemment quitté le programme d'aide aux réfugiés et, selon la police, s'occupait de la distribution de substances interdites. Après la rencontre à la pharmacie, on perd la trace de Pamela. Les enquêteurs supposaient qu'elle était allée rendre visite à Innocent. Les enquêteurs ont rapidement établi l'emplacement de l'appartement d'Innocent. Il se trouvait à quelques rues de la pharmacie. Lorsque les carabiniers sont arrivés, le résident n'était pas chez lui. Lors de l'examen ultérieur des lieux avec un équipement spécialisé, des traces d'un incident et des vêtements similaires à ceux de Pamela ont été trouvés. Selon les autorités, les deux étaient sous l'influence de substances lorsque le jeune homme a eu un épisode de comportement incontrôlé. L'examen médical a révélé des tentatives de dissimuler des preuves avec des produits chimiques ménagers. L'état des traces a rendu difficile la détermination des circonstances exactes de l'événement. Innocent a commis une grave erreur. Ses actions avec les valises ont été enregistrées par les caméras de surveillance du bâtiment voisin. Il s'est avéré qu'il n'agissait pas seul. Un chauffeur de taxi connu l'a conduit sur les lieux. Cela a conduit à élargir le cercle des personnes impliquées. Bientôt, 2 autres personnes ont été arrêtées. Damon Lucky et Lakia Welim. Les deux se trouvaient dans le véhicule d'où Innocent Segal portait les valises, mais ils ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient rien à voir avec le contenu des bagages. Innocent lui-même a été retrouvé et arrêté relativement rapidement, après quelques heures.
Depuis son arrestation, il a nié toute action intentionnelle contre Pamela. Selon sa version, la jeune femme a été victime d'une overdose de substances interdites et il a décidé de dissimuler l'incident par peur des problèmes juridiques et de l'expulsion. Pour cela, il a choisi la méthode des valises, qu'il considérait comme la plus discrète. Les autorités policières ont douté de la véracité de cette version. À Macerata, une vague d'indignation publique s'est levée. L'incident avec Pamela Mastropietro a déclenché une explosion de mécontentement des résidents contre les étrangers. Cette ambiance a provoqué, suppose-t-on, un incident qui s'est produit 5 jours plus tard dans la ville. Luca Treni, tout en conduisant une voiture, a tiré sur un bus de migrants en criant « Vive l'Italie !». Beaucoup ont lié l'acte de Luca au désir de venger Pamela, et il l'a confirmé. La situation s'est aggravée par la propagation de rumeurs. La société s'est divisée. Certains soutenaient les réfugiés, d'autres exigeaient leur expulsion du pays. Luca a avoué qu'il prévoyait initialement d'agir pendant le procès d'Innocent Seagale. Cependant, il s'est laissé emporter par ses émotions et a dirigé sa colère contre des personnes au hasard. Des rumeurs circulaient dans la ville sur la connaissance de Luca avec la famille de Pamela, mais cette information ne s'est pas confirmée. Il ne connaissait ni la jeune femme ni ses proches. Il a simplement pris les nouvelles de manière trop émotionnelle. Les actions de Luca ont suscité de nombreuses discussions et ont été utilisées à des fins politiques. Plusieurs politiciens italiens de centre-droit ont mentionné ces événements à plusieurs reprises et ont promu des idées pour lutter contre l'immigration illégale. Certains ont réussi à améliorer leur position politique sur cette vague. Les médias ont activement couvert les événements et diffusé différentes versions des faits. L'histoire de Pamela et les événements qui ont suivi ont attiré l'attention de tout le pays. Au printemps 2018, Rome a fait ses adieux à Pamela. La cérémonie a rassemblé de nombreux citoyens touchés, y compris toute la communauté nigériane et le maire en exercice de la ville. Tous les présents ont exprimé leur profonde sympathie pour ce qui s'est passé. Luca Treni a dû répondre de ses actions illégales dans le cadre d'une procédure judiciaire accélérée. Après 1 an et demi, le 3 octobre 2018, le jury a annoncé son verdict. L'homme a été reconnu coupable de crimes de haine et de possession d'armes à feu interdites et condamné à 12 ans de privation de liberté. Innocent Seagale a suivi attentivement le procès. Après l'incident dans le bus avec des migrants, le coupable s'est adressé à la famille de Pamela et a exprimé ses regrets pour ce qui s'est passé. Il a nié toute participation à la distribution de substances interdites et a affirmé être victime de préjugés sur les activités criminelles des migrants. Cependant, les faits indiquaient le contraire. Innocent était impliqué depuis longtemps dans de telles activités. La situation s'est intensifiée lorsque des gros titres sensationnalistes sont apparus dans les médias concernant une prétendue participation d'un groupe de citoyens nigérians à ce qui est arrivé à Pamela, le reliant à des rituels vaudous. Des détails incroyables ont été publiés qui n'avaient rien à voir avec la réalité. La famille de Pamela a dû faire de grands efforts pour réfuter la désinformation. Ils ont parlé du trouble de la personnalité borderline de leur fille, en raison duquel elle ne pouvait pas toujours contrôler son comportement. Sur les réseaux sociaux, elle s'écrivait souvent sur son désir de surmonter sa dépendance dès que la vie réelle deviendrait plus vivante que les fantasmes. Les enquêtes ont révélé que Pamela avait quitté à plusieurs reprises le centre de réhabilitation à la recherche de substances interdites, ce qui était un comportement typique pour les patients. L'agitation médiatique a considérablement compliqué le travail des forces de l'ordre. L'examen des preuves de la maison d'Innocent a confirmé leur appartenance à Pamela. Au début, Innocent a nié toute action illégale et a affirmé que la jeune femme avait été victime d'une overdose. Il a admis lui avoir fourni des substances, mais a dissimulé le paiement.
Ces déclarations sur l'absence d'actions illégales n'ont pas trouvé de confirmation, bien que la vérité finale n'ait pas pu être établie. Lors de l'interrogatoire, le migrant a partagé des informations inattendues sur ses connaissances Lakia et Desmond, qui l'ont aidé plus tard. Selon le témoignage d'Innocent, ces jeunes étaient chez lui ce soir-là. Il a affirmé n'avoir vu aucun incident avec la jeune femme, car il avait perdu connaissance pendant la fête. À son réveil, il a découvert que Pamela avait disparu. Il ne savait prétendument rien des événements survenus pendant son inconscience. Ses déclarations contredisaient ses affirmations précédentes, selon lesquelles la jeune femme était tombée malade à cause de substances interdites. Les traces trouvées sur les lieux ne correspondaient pas non plus à cette version. Il était évident que quelque chose de plus grave s'était produit. La confiance dans les paroles d'Innocent s'est complètement évanouie. Il s'est avéré que ses amis étaient également impliqués dans la distribution de substances interdites. Après leur arrestation, tous deux ont nié leur participation à l'incident avec Pamela. Lakia et Desmond ont insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas chez Innocent au moment de l'incident. Leur alibi était lié à des activités illégales, ce qui rendait la vérification difficile. Les Nigérians sont restés en détention pendant que l'enquête se poursuivait. Aucun témoin n'a été trouvé pour confirmer leur version. La vérification des appels téléphoniques et des données de localisation a montré les suspects n'étaient effectivement pas chez Innocent, mais menaient leurs affaires illégales dans un autre quartier. Les principales accusations contre eux ont été abandonnées, mais des questions sur la dissimulation de preuves subsistaient. Le principal suspect a continué d'insister sur sa version d'une overdose et a nié les autres accusations. Cependant, 2 blessures graves chez la jeune femme inquiétaient le médecin légiste. Malgré la complexité de l'enquête, ces blessures semblaient intentionnelles. De plus, des preuves sont apparues qu'Innocent avait profité de l'état d'impuissance de la jeune femme. C'était peut-être exactement le tournant. L'enquête a confirmé la présence de grandes quantités de substances interdites dans l'organisme de Pamela. Les experts soupçonnaient qu'elle était inconsciente, mais l'effet exact de la dose était difficile à déterminer. Innocent a changé sa déclaration et affirmait maintenant qu'il y avait eu un accord sur l'intimité en échange d'une dose. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il avait intentionnellement mis la jeune femme dans un état d'impuissance. Il a profité de la vulnérabilité de Pamela, qui se trouvait dans une situation de vie difficile et avait de sérieux problèmes psychologiques. Cette version a été confirmée. Pendant leur détention, Lakia et Desmond ont discuté des événements de cette nuit-là. Les enregistrements de leur conversation ont conservé comment ils se souvenaient de la confession d'Innocent d'avoir profité de l'état inconscient de la jeune femme sur le canapé. Manifestement, il s'agissait de Pamela. Jusqu'en novembre 2018, le Nigérian continuait de nier son implication dans la disparition de Pamela, malgré toutes les preuves. Il a demandé pardon à la famille et a affirmé que tout s'était produit à cause d'une overdose involontaire de substances interdites. Les parents de la jeune femme ont considéré ces paroles comme une moquerie. Innocent n'a admis qu'avoir nettoyé l'appartement avec des produits de nettoyage après l'incident. Sa version des événements a changé jusqu'en février 2019, lorsque le procès a commencé. À ce moment-là, les experts avaient terminé tous les examens nécessaires et avaient découvert de nouveaux détails troublants de l'incident. La figure clé dans l'affaire est devenue un nouveau témoin, le compagnon de cellule d'Innocent. Pendant leur temps ensemble, ils se sont rapprochés et l'accusé lui a partagé les détails de cette rencontre avec Pamela. Selon ses dires, ils se sont rencontrés dans le parc de Makerata, un lieu connu pour le commerce illégal. Innocent l'aurait invité à consommer des substances dans son grenier. En chemin, ils se sont arrêtés dans une pharmacie pour acheter une seringue jetable. Après que Pamela ait perdu conscience, il a décidé de profiter de son état d'impuissance,
ce qu'il considérait comme un paiement pour la dose. Cependant, la jeune femme a repris conscience et a commencé à résister, menaçant de le dénoncer à la police. Par peur des conséquences, ayant déjà des problèmes avec la loi, Innocent a utilisé la violence contre elle. Sans perdre de temps, il a commencé à effacer les traces. Selon les experts, l'état de Pamela à ce moment-là lui permettait de percevoir ce qui se passait, ce qui fut une nouvelle dévastatrice pour la famille. La mère de la jeune femme espérait jusqu'à la fin que tout s'était passé rapidement. L'une des preuves importantes contre Innocent fut l'ADN trouvé sous les ongles de la jeune femme de 18 ans. Au moment de l'incident, elle a essayé de se défendre et a griffé Innocent. Et après, le criminel n'a pas pu nettoyer complètement ses mains. L'enquête a confirmé que le tissu sous les ongles appartenait à Innocent. Cela n'aurait pas pu se produire accidentellement si tout était arrivé à cause d'une overdose de substances interdites. La situation a été clarifiée par les déclarations de Lakia Velim, qui était également sous enquête. Selon ses dires, Innocent l'a appelée à un moment critique. Des cris de femmes étaient audibles dans le téléphone. L'interlocuteur a demandé de l'aide pour une certaine affaire, mais a été refusé. Lorsque Lakia a demandé à propos de la voix féminine, l'ami a brusquement mis fin à la conversation. En avril 2019, des preuves matérielles et des résultats d'enquête ont été présentés au tribunal, montrant le degré de préméditation dans les actions du suspect. Les enquêtes ont révélé 2 blessures graves comme cause principale de l'événement. La toxicologie a montré une quantité insuffisante de substances pour une issue fatale par overdose. Une attention particulière a été portée aux tentatives d'effacer les traces, l'utilisation de produits de nettoyage agressifs, même dans des zones sensibles. Les forces de l'ordre étaient trop préoccupées par l'approche méthodique. On avait l'impression que le criminel ne suivait pas simplement un plan, mais avait de l'expérience dans de telles actions. Le 29 mai 2019, le procès contre Innocent Seagale s'est terminé. Le jury l'a déclaré coupable dans l'affaire Pamela Mastropietro. Compte tenu de la gravité des actes commis contre la jeune femme ayant des besoins développementaux particuliers, le tribunal a imposé la peine maximale, la réclusion à perpétuité. Les avocats du condamné n'ont pas accepté le verdict et ont fait appel. Cependant, le 16 octobre 2020, la décision initiale du tribunal était restée inchangée. L'affaire s'est avérée plus compliquée avec les autres impliqués, Damon Luckey et Lakia Velim. L'accusation a insisté sur leur participation. Selon les procureurs, les amis n'ont pas pu ignorer l'étrangeté de la situation lorsque leur connaissance Innocent a soudainement décidé de se débarrasser de 2 valises à l'odeur suspecte en les abandonnant dans un fossé. Beaucoup ont partagé cette position et ont soupçonné qu'ils ont au moins aidé à dissimuler les preuves. Mais aucune preuve directe n'a été trouvée. C'est pourquoi ils n'ont pas été considérés comme complices. Le juge de Macerata a abandonné les charges principales contre eux, mais les jeunes hommes n'ont pas été libérés. Une quantité importante de substances interdites destinées à la vente a été trouvée dans leurs appartements, ainsi que des traces de leur consommation. En avril 2019, ils ont tous 2 été condamnés à 4 ans et 8 mois de prison. La mère de Pamela Mastropietro a décidé de réaliser les rêves de sa fille. Il ne restait que quelques mois avant la fin de ses études. Elle devait recevoir un diplôme de spécialiste en santé et services sociaux. Pamela a toujours voulu aider les autres en tant que bénévole. Le 9 septembre 2020, sa mère a reçu ce diplôme en mémoire de sa fille. Chaque jour, elle pense à Pamela, qui voulait commencer une nouvelle vie, mais a rencontré des personnes aux mauvaises intentions sur son chemin. Une jeune fille de 17 ans a été retrouvée dans le coffre d'une vieille voiture. L'histoire choquante de Marine Farley. Dans l'État de l'Iowa,
en septembre 1971, s'est produite la mystérieuse disparition de la jeune Pam. Quelques jours plus tard, une découverte inquiétante a été faite dans la forêt. Des traces d'un incident ont été trouvées sur une vieille voiture. Les enquêteurs avaient plusieurs suspects. Parmi eux se trouvait un inconnu amical qui avait offert son aide à Pam, son vieil ami, qui peu après l'incident fut admis dans une clinique psychiatrique, et l'ancien compagnon de cellule de son mari, chez qui une photo de la jeune femme a été trouvée. Cedar Rapids était connu comme la ville des 5 saisons et était considéré comme l'un des endroits les plus paisibles du Midwest. C'est pourquoi la nouvelle de l'incident dans la forêt a secoué les habitants. Dès les premiers jours de l'enquête, il était clair qu'il serait difficile de trouver le coupable. Cependant, même un petit indice pouvait être décisif dans la recherche de la vérité. Vers 18h40, un appel est arrivé au poste de police local. La femme qui appelait signalait une découverte inhabituelle faite par de jeunes chasseurs d'écureuils. Les jeunes ont remarqué quelque chose d'inhabituel entre les arbres en marchant sur le sentier forestier. En s'approchant, ils ont vu une silhouette immobile sur le coffre d'une voiture endommagée. L'état des lieux indiquait que tout ne s'était pas passé aujourd'hui. Bouleversés par ce qu'ils ont vu, les jeunes se sont précipités chez eux pour chercher des adultes. Peu après, l'officier Roland Eke a reçu un message radio concernant la découverte inquiétante dans la forêt. L'agent de patrouille et son partenaire ont reçu un message du centre de contrôle leur demandant de vérifier River Road, où 2 passants avaient fait une découverte inquiétante près d'une vieille voiture. Après environ 50 mètres dans la forêt, ils ont trouvé l'endroit mentionné dans le rapport. La première chose qui a frappé les policiers était l'état du véhicule. Il était évident qu'il était là depuis très longtemps. Les mauvaises herbes avaient poussé jusqu'au toit. Malgré la description précise des témoins, les agents ont été affectés par la vue. Roland a soigneusement examiné la zone autour de la voiture et le long de la route, mais n'a pu trouver aucune trace de personne ou de véhicule. Il a alors appelé des renforts. Les enquêteurs arrivés ont immédiatement déterminé qu'un incident s'était produit. En examinant la voiture, ils ont trouvé un indice important indiquant que la jeune femme n'était pas venue volontairement dans la forêt. L'absence de chaussures et les pieds propres indiquaient que quelqu'un l'avait portée ici. Les experts ont déterminé que l'incident remontait à au moins 5 jours. L'état de ses vêtements, pulls et chemises placés de manière anormale, jeans mal ajustés, indiquait la nature de ce qui s'était passé. À sa main droite, elle portait une bague d'amitié, à la gauche une alliance et une bague de fiançailles. Malgré les circonstances extérieures, la personne trouvée était dans un état préservé. Aucun document ou indice sur ce qui s'était exactement passé n'a été trouvé à proximité. Cependant, les experts expérimentés soupçonnaient que le choix d'un lieu aussi isolé indiquait un incident planifié. La découverte a été faite dans un endroit isolé en dehors de Cedar Rapids, sur Gravina Road. Il était évident que quelqu'un avait délibérément choisi cet endroit caché pour effacer les traces. À 1 kilomètre se trouvait la décharge municipale. C'est pourquoi le trafic sur la route était rare. Pendant que les experts cherchèrent des indices sur la scène de crime, les questions principales restaient sans réponse. L'identité de la jeune femme et les raisons de ce qui s'était passé. Les enquêteurs de Cedar Rapids attendaient les conclusions des experts. L'examen médical a révélé une lésion cérébrale causée par un coup violent à la tête. Le spécialiste soupçonnait que la jeune femme avait perdu conscience après le premier coup et l'absence d'aide immédiate avait conduit à des conséquences irréparables. Selon le médecin, l'auteur n'avait peut-être pas prévu une telle issue. Après avoir réalisé ce qui s'était passé, l'auteur a tenté d'effacer les traces. Selon le rapport des experts, l'incident s'est produit environ 1 semaine avant la découverte.
Cela confirmait les soupçons initiaux des enquêteurs travaillant sur la scène de crime. Les preuves trouvées sur la scène de crime indiquaient des circonstances graves de l'incident. Cependant, pour l'enquête, l'identification de la victime est devenue la tâche prioritaire. Les enquêteurs ont soigneusement examiné les récents rapports de personnes disparues. L'attention s'est portée sur le cas de la disparition d'une jeune femme nommée Marin Farley. Des caractéristiques particulières, y compris un tatouage sur le bras, ont aidé à établir un lien avec l'incident dans la forêt. Le cadre temporel de la disparition correspondait au rapport des experts. La première à donner l'alarme fut la gérante du restaurant local où travaillait Marin. Elle s'est inquiétée lorsque l'employé ne s'est pas présenté pour le 3e quart consécutif. La directrice a souligné la fiabilité exceptionnelle de Marin. Elle n'était jamais en retard et prévenait toujours si elle ne pouvait pas venir. Inquiète du long silence, la gérante s'est rendue à la résidence. Dans la chambre de Marin, tout semblait normal, sauf un détail. L'uniforme de travail manquait dans l'armoire. Marin travaillait comme serveuse au Aids Café. Les collègues la décrivaient comme une employée responsable. Selon l'enquête, elle a été vue pour la dernière fois le vendredi 17 septembre au matin après le quart de nuit. Le 20 septembre, la gérante a déposé un rapport de personnes disparues à la police. Les enquêteurs ont appris des connaissances de Marin qu'elle avait récemment déménagé de Sioux City. La raison du déménagement a particulièrement attiré l'attention des autorités. Il s'est avéré que Marin s'était marié très jeune. Peu après le mariage, David, le mari de Marin, a été admis dans un établissement correctionnel près de Cedar Rapids. Marin s'est installée à proximité. Elle a loué une chambre dans la résidence et a trouvé un emploi de serveuse pour être plus proche de son mari. Normalement, elle rendait visite à son mari presque chaque semaine. Mais ce week-end, elle a rompu sa routine. Une rencontre suivie d'une visite à l'église était prévue le dimanche, mais Marin n'est pas apparu et n'a pas pu être contacté. Personne ne l'a vu depuis. Selon l'enquête, quelque chose s'est passé entre le départ matinal au travail le vendredi et la soirée du même jour. Au cours de l'enquête, les officiers de Cedar Rapids se sont rendus à Sioux City pour parler à Mary, la mère de Marin. Cette étape s'est avérée importante pour l'affaire. La femme sentait que quelque chose n'allait pas. Elle était convaincue que sa fille ne disparaîtrait pas, sans raison. Après 4 jours, les mêmes officiers ont apporté la triste nouvelle à Mary. Ce fut un coup dur pour elle, bien qu'elle ait pressenti le malheur. La nouvelle de ce qui s'était passé l'a laissée sans voix. Il était particulièrement difficile pour les proches de se souvenir comment était Marin. Elle était considérée comme la fierté de la famille Brubaker et était l'aînée de 7 enfants. Tous se souvenaient d'elle comme intelligente, joyeuse et responsable. Marin est née le 4 juillet, ce qui, selon sa mère, a influencé son caractère. Elle était rayonnante comme un feu d'artifice et toujours en avance sur son temps. Elle voulait grandir rapidement. Marin aimait tous ses frères et sœurs plus que tout, mais elle avait une relation particulièrement étroite avec sa sœur cadette Lisa. Elles étaient inséparables. Partout où allait Marin, Lisa la suivait. Cette attention pour sa sœur cadette a fait mûrir Marin très tôt. Jeune, elle a rencontré David Farley et une forte affection s'est enflammée entre eux. Très jeune, ils ont décidé de se marier. C'était un amour vrai et passionné. David venait d'une famille aisée et Marin était comblé avec lui. Mais leurs rêves d'une longue vie heureuse se sont brisés quand David a été pris en train de frauder par chèque. Il a été condamné à 3 ans de prison. La décision de Marin de déménager à Cedar Rapids pour lui a conduit à des événements tragiques. Les enquêteurs n'avaient qu'un à que peu de preuves recueillies sur la scène du crime.
Même les échantillons obtenus n'avaient quasi pas de valeur particulière jusqu'à l'introduction de l'analyse ADN. Les enquêteurs ont compris que la clé de la solution résidait dans le travail de recherche. Ils devaient retracer le chemin de Marin jusqu'au moment de sa rencontre avec l'agresseur. En premier lieu, ils ont minutieusement examiné sa chambre. Lors de la fouille des effets personnels, les forces de l'ordre ont examiné le journal intime et la correspondance de Marin, mais n'ont rien trouvé de remarquable. Les notes montraient qu'elle était une jeune femme rêveuse qui essayait de faire face aux difficultés de la vie. Seul son uniforme de travail manquait dans sa chambre. Au cours de l'enquête, les officiers ont interrogé les résidents sur les événements de la journée. Les témoignages des voisins ont fourni la première piste importante. La gardienne a rapporté avoir entendu une conversation dans la chambre de Marin. Elle a noté que la conversation se déroulait sur un ton calme et n'éveillait pas de soupçons. La seule chose qui a attiré son attention était que l'un des interlocuteurs parlait d'une voix profonde. La gardienne a également mentionné un autre détail intéressant. Dans la pièce, il y avait un net arôme de tabac avec une note sucrée inhabituelle. Bien qu'elle n'ait pas vu le visiteur elle-même, elle se souvenait exactement de l'heure, après-midi, le 17 septembre. C'est exactement ce jour-là que le contact avec Marin a été rompu. Les enquêteurs ont essayé de trouver des témoins qui auraient pu la voir après la conversation avec le visiteur inconnu. Mais la recherche était restée infructueuse. Personne n'avait plus vu ou parlé à la jeune femme. Les proches de Marin étaient désemparés. Ils ne pouvaient pas imaginer qui pourrait être le mystérieux fumeur ou qui pourrait lui vouloir du mal. Selon eux, Marin était aimé de tous, n'avait pas d'ennemis et ne se plaignait jamais de conflits. Elle s'entendait facilement avec les gens. Les proches n'avaient aucune idée de qui pourrait être derrière sa disparition. L'enquête a pris un nouvel élan grâce aux informations d'une collègue de Marin. Elle a rapporté que son amie avait parlé de plans pour le vendredi soir. Elle voulait rencontrer une vieille connaissance de Sioux City qui avait promis de l'emmener quelque part, sans donner de détails. Cette connaissance était Bobby Moore, qui a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. La vérification a révélé son passé difficile avec plusieurs arrestations. Les forces de l'ordre ont décidé de suivre cette piste de plus près. Le mari de Marin, David, lui avait demandé de se tenir à l'écart de Moore. Il connaissait plusieurs cas où Bobby avait montré de l'agressivité envers les femmes. Il avait averti sa femme d'être prudente avec cet homme. Au cours de l'enquête, de nouveaux détails sont venus au jour. Une connaissance de Marin a rapporté avoir vu Bobby Moore à Cedar Rapids peu après sa disparition. Il a expliqué sa présence par le désir d'aider à rechercher son ami. Quand les enquêteurs ont voulu parler à Moore, ils ont découvert une circonstance troublante. Le jour de la découverte de Marin, il s'était fait admettre volontairement dans une clinique psychiatrique à Sioux City. Les enquêteurs soupçonnaient que cela pourrait être lié à des remords. Les enquêteurs soupçonnaient que c'était exactement ce qui l'avait poussé à chercher de l'aide médicale. Ils le soupçonnaient d'être impliqué dans l'incident. Cependant, si Moore avait espéré que l'hospitalisation le protégerait de l'enquête, il s'était trompé. Quand il a appris l'incident avec Marin, il a catégoriquement nié toute implication. Selon ses dires, il la considérait comme une sœur et n'avait rien à voir avec sa disparition. Il affirmait être à Sioux City à ce moment-là. On lui a proposé de se soumettre à un test de détecteur de mensonges. À la surprise de la police, les résultats du test ont été en sa faveur. Les enquêteurs n'ont pu trouver aucune preuve concluante de son implication dans l'incident. Néanmoins, il n'a pas pu être complètement rayé de la liste des suspects. Et bientôt, une autre personne a attiré l'attention des enquêteurs. Au cours de l'enquête,
les détectives ont continué à recueillir des informations sur tous ceux qui avaient eu des contacts avec Marin à Cedar Rapids au cours des 3 dernières semaines. Une attention particulière a été portée à la personne de Gary Cassels. Cet homme n'est pas entré dans le radar de la police par hasard. Il partageait une cellule avec David Farley. La connaissance avec Marin s'est faite lors de ses visites à son mari. Gary a été libéré peu avant la disparition de Marin, alors que David était encore en détention. En interrogeant Cassel, les enquêteurs ont examiné ses effets personnels et fait une découverte troublante. Dans son portefeuille, ils ont trouvé une photo de Marin Farley. Cela a soulevé de nombreuses questions pour les enquêteurs. Ils étaient assez particulièrement intéressés de savoir pourquoi il gardait sa photo et quelles relations existaient entre eux. Le soupçon était né qu'il avait développé un intérêt particulier pour elle pendant ses visites en prison. Et cette piste devait être vérifiée. Les enquêteurs ont reconstitué tous les mouvements de Gary depuis sa libération jusqu'au soir de la disparition de Marin. Il y avait des soupçons qu'il montrait un intérêt particulier pour elle et avait commencé à l'observer. Dans la salle d'interrogatoire, les enquêteurs ont essayé de faire pression sur Gary Cassel. Aux questions sur l'incident avec Marin, il a répondu par la négative. Gary a indiqué qu'il était loin de Cedar Rapids le 18 septembre et qu'il pouvait le prouver. Il a effectivement réussi à fournir des preuves de sa présence ailleurs ce jour-là. Plus tard, les officiers ont réexaminé la chambre de Marin pour trouver des traces de la présence de Gary ce matin-là, quand l'administratrice avait entendu une voix masculine. Cependant, aucun lien n'a pu être établi entre Gary et l'incident. Aucun fait n'a été trouvé indiquant son implication. Bien que Cassel n'ait pas pu expliquer la présence de la photo de Marin dans son portefeuille, cette piste prometteuse n'a pas aidé à faire avancer l'enquête. Les enquêteurs sont alors retournés au restaurant où Marin travaillait et ont réinterrogé ses collègues et clients. Cette fois, leurs efforts ont porté leurs fruits. Ils ont obtenu des informations importantes. L'un des clients réguliers nommé George a rapporté avoir vu Marin le jour de sa disparition avec un inconnu qui ressemblait à un hippie. Les enquêteurs ont demandé aux proches de la jeune femme s'ils connaissaient quelqu'un correspondant à cette description. Le mari de Marin, David, a immédiatement attiré l'attention de la police sur George comme personne suspecte. Lorsque les forces de l'ordre ont examiné le passé de George, ils ont compris les inquiétudes de David Farley. Il s'est avéré que George avait offert à Marin l'aide de ses connaissances pour la libération de son mari. La question demeurait. Était-ce un désir sincère d'aider ou un moyen de se rapprocher de la jeune femme? Connaissant ses difficultés, il avait proposé de réparer sa voiture. Les enquêteurs doutaient cependant du désintéressement de cette offre, particulièrement compte tenu de la différence d'âge considérable entre eux. George a expliqué aux policiers que lors d'une conversation nocturne avec la jeune serveuse, il avait décidé d'offrir son aide. Selon ses dires, il avait été touché par les problèmes de la jeune femme qui se trouvait dans une situation de vie difficile. Les enquêteurs doutaient de son histoire et se sont renseignés sur sa localisation au moment de la disparition de Marin. Il a indiqué qu'il était au travail. La vérification a confirmé. Il se trouvait effectivement au dépôt de bus Cedar Rapids de 13h à 21h. L'analyse du cadre temporel a montré que l'emploi du temps de George ne lui permettait pas d'être impliqué dans l'incident. Les enquêteurs ont dû chercher d'autres pistes. Mais après une vérification approfondie de tous les indices possibles, ils se sont retrouvés dans une impasse. Jusqu'en 1972, l'enquête était dans une impasse. Les forces de l'ordre ont vérifié tous les participants possibles, mais chacun avait un alibi confirmé. Pour les proches de Marin, l'absence de progrès est devenue une nouvelle épreuve dans une série de charges émotionnelles. La famille avait du mal à trouver la force de faire face à ces circonstances. Ce qui est arrivé à Marin a particulièrement affecté sa mère. Seule avec 6 enfants, elle trouvait chaque matin la force de se lever et de s'occuper d'eux. L'événement a profondément secoué toute la famille.
Ces expériences ont probablement influencé le parcours de vie de Lisa, la sœur de Marine, qui a décidé de travailler dans les forces de l'ordre. Pendant de nombreuses années, elle a utilisé sa position pour rappeler à ses collègues de Cedar Rapids comment l'affaire non résolue avait affecté sa famille. Dans l'âme des proches est restée une profonde tristesse. Ils cherchèrent des réponses aux questions. Qui l'a fait et pourquoi précisément Marin? Pendant plus de 30 ans, l'affaire Marin-Farley est restée dans les archives du département de police de Cedar Rapids. En 2006, un nouvel enquêteur a repris l'affaire et a découvert des preuves non examinées. Il a envoyé les échantillons trouvés au laboratoire pour une analyse moderne. Les résultats obtenus ont ouvert de nouvelles perspectives dans l'enquête. Après les analyses de laboratoire les plus modernes, les experts ont réussi à créer un profil génétique du suspect présumé. Les enquêteurs espéraient que les nouvelles découvertes et les méthodes d'investigation avancées les mèneraient à la solution du mystère de la disparition de Marin. Cependant, la comparaison du profil obtenu avec la base de données n'a donné aucune correspondance. Cela a conduit à un nouveau retard dans l'enquête de 9 années entières. En 2015, l'enquêteur Matt Denlinger, après un examen minutieux de tous les documents, a créé une liste de 75 noms de personnes mentionnées dans la phase initiale de l'enquête. Il était fermement déterminé à obtenir des échantillons génétiques de chacun d'entre eux. Cette tâche s'est avérée difficile et chronophage. L'enquêteur devait localiser toutes les personnes sur la liste, prélever leurs échantillons biologiques et attendre les rapports des experts. La vérification d'autant de personnes pouvait prendre des années. Pour accélérer le processus, il a fait appel au lieutenant retraité Ken Oshburn et à l'ancien enquêteur J.D. Smith. L'équipe a décidé de commencer par les premiers noms sur la vaste liste de Denlinger, en se concentrant particulièrement sur 2 personnes qui avaient suscité l'intérêt des enquêteurs dans les années 70. Ils ont réussi à trouver Bobby Moore et à prélever l'échantillon requis. Après vérification, il a été écarté comme suspect. Lorsque l'analyse de Harry Castle n'a pas non plus donné de correspondance, l'enquête s'est à nouveau retrouvée dans une impasse. En 2018, une nouvelle méthode d'investigation est apparue, la généalogie médico-légale. Cette méthode avait aidé à résoudre plusieurs cas sensationnels en Californie. L'enseignante de Cedar Rapids espérait que cette approche aiderait aussi dans sa situation. Les enquêteurs étaient convaincus du succès de la nouvelle méthode. Cependant, après l'envoi des preuves au laboratoire, il s'est avéré que le matériel était trop endommagé pour l'analyse. Malgré la déception, l'équipe n'a pas abandonné et a poursuivi la recherche par d'autres moyens. En reprenant l'enquête, ils se sont concentrés sur une personne qui avait soulevé des questions pour l'équipe précédente. George Smith, un client fréquent du restaurant local. En vérifiant son passé, ils ont remarqué que du matériel génétique n'avait jamais été prélevé de lui pour comparaison. En étudiant la biographie de George Smith, les enquêteurs ont appris qu'il était décédé en 2013 à l'âge de 94 ans. Dans un article commémoratif, les amis parlaient chaleureusement de l'homme d'affaires apprécié de Cedar Rapids. Particulièrement mémorable était la mention de l'arôme caractéristique de tabac sucré qui entourait toujours George. Ces mots et la photo du vieux Smith ont attiré l'attention de l'enquêteur J.D. Smith. Il s'est souvenu d'un détail important. Le concierge de la résidence avait mentionné l'odeur sucrée de cigare près de la chambre de Marin le jour de sa disparition. À ce moment, l'enquêteur a réalisé c'était exactement cet homme qui avait été là ce jour-là. Il s'est avéré que George Smith n'avait pas été honnête lorsqu'il avait parlé de son quart de travail au dépôt de bus ce vendredi-là. Cette circonstance a poussé les enquêteurs à examiner sa personne plus en détail. Son comportement excessivement amical les rendait particulièrement méfiants. Les policiers des années 70 le regardaient déjà avec méfiance à l'époque. Maintenant,
L'équipe devait examiner minutieusement tous les aspects de la vie de George Smith en 1971 pour comprendre son implication possible dans l'incident. Il s'est avéré que Smith s'était séparé de sa femme peu avant l'incident. À cette époque, il vivait très près de la résidence où vivait Marin. Cela signifiait qu'il pouvait facilement connaître sa localisation. Il est assez notable que Smith travaillait dans la collecte des ordures. Grâce à ce travail, il connaissait bien le chemin vers la décharge où Marin a été trouvé plus tard. Les enquêteurs ont planifié un examen supplémentaire pour obtenir un échantillon d'ADN. Cependant, les pompes funèbres ont partagé une nouvelle désagréable. Il n'y avait plus de possibilité de prélever un échantillon. L'enquête s'est à nouveau retrouvée dans une impasse. Alors Denlinger a développé une approche différente. Il a décidé d'obtenir un échantillon d'ADN de l'un des enfants de Smith. Matt a trouvé sa fille, qui a accepté d'aider dans l'enquête. L'échantillon a été envoyé pour analyse. Le 24 septembre 2021, exactement 50 ans après ce jour fatidique, les résultats de l'analyse sont arrivés. Ils ont confirmé l'implication de George Smith dans la disparition de Marin. La date des résultats n'a pas semblé fortuite aux enquêteurs. Un demi-siècle s'était écoulé. Les enquêteurs avaient du mal à assimiler ce qui s'était passé, tout comme les proches de Marin, lorsqu'ils ont reçu la nouvelle qu'ils attendaient depuis 50 longues années. L'enquêteur Matt Denlinger se souvient de chaque seconde de la conversation avec la sœur de Marin. La réaction émotionnelle de Lisa s'est gravée à jamais dans sa mémoire. Mais ce qui l'a le plus surpris, ce sont ces mots. « Ma mère est ici. Dites-le lui. » Matt était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que la mère de Marin soit encore en vie. C'était exactement ce genre de moment qui l'avait conduit, lui et ses collègues, à travailler dans l'application de la loi. Il eut l'honneur d'informer la dame âgée que l'affaire de sa fille était enfin résolue, même si c'était après si longtemps. La famille de Marin ne trouvait pas les mots pour remercier les enquêteurs qui n'avaient ou pas abandonné et avaient mené l'affaire à son terme. Ce moment était spécial, un triomphe de la justice, une victoire de la lumière sur l'obscurité. Les événements exacts de ce jour, où les chemins de Marin Farley et George Smith se sont croisés, sont restés inconnus. Mais les preuves rassemblées ont aidé les enquêteurs à reconstituer le déroulement possible des événements. Ils supposent que George avait probablement invité Marin sous prétexte de l'aider, peut-être pour des conseils juridiques ou une réparation de voiture. Quand Marin est arrivé, George a apparemment essayé d'attirer son attention. Après qu'elle eut repoussé ses tentatives d'approche, la situation a pris un tournant tragique. La situation est devenue incontrôlable. Il s'est produit un incident après lequel Marin s'est retrouvé dans un état impuissant. Smith n'avait probablement pas prévu un tel résultat, mais ses actions ont conduit à des conséquences irréparables. Selon les enquêteurs, il est resté dans sa maison jusqu'à la tombée de la nuit. Quand il a fait sombre, Smith a conduit jusqu'à une zone boisée isolée. Les enquêteurs pensent donc que George s'y est rendu en voiture. Dans la forêt, il s'est dirigé vers un ravin où se trouvait une vieille voiture abandonnée. Après avoir laissé des traces de sa présence sur le coffre de la voiture abandonnée, il a disparu des lieux. Bien que les proches de Marin s'aient été reconnaissants pour les réponses reçues, la conclusion de l'enquête a ravivé de vieux sentiments qu'ils avaient essayé d'oublier pendant des années. Malheureusement, tous les proches n'ont pas vécu ce moment. Les deux frères de Marin et son père n'ont jamais connu toute la vérité sur ce qui s'était passé. Les enquêteurs espèrent que la résolution de cette vieille affaire porte un message important. Les familles des victimes ne doivent pas perdre espoir et les coupables doivent se rappeler. La loi n'oublie pas. Par une nuit d'automne en octobre 2012, la vie bien ordonnée de Katrina Smith changea de façon inattendue. Cette femme de 30 ans était pleine d'enthousiasme.
Des perspectives de carrière prometteuses s'ouvraient devant elle. Cependant, elle ne s'est pas présentée à l'important entretien d'embauche, ce qui était totalement atypique de sa part. Le mari inquiet s'est immédiatement tourné vers les forces de l'ordre. Lorsque les enquêteurs ont commencé à examiner les circonstances de la disparition, ils ont progressivement découvert des détails étonnants. Derrière la façade apparemment bien ordonnée de la vie quotidienne de Katrina se cachait une réalité complètement différente, dont même ses plus proches confidents ne se doutaient pas. Chaque jour d'enquête révélait aux détectives de nouvelles particularités dans l'histoire de la femme disparue. La vie apparemment parfaite de Katrina s'est avérée remplie d'événements énigmatiques et de tournants inattendus, dont même sa famille n'avait pas connaissance. Les enquêteurs devaient maintenant déchiffrer cette série de circonstances mystérieuses pour comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit d'automne. Dans la paisible ville de Machesney Park, État de l'Illinois, Katrina Smith s'était installée après la séparation de ses parents avec sa mère, sa sœur cadette Miranda et son frère Chad, dans une banlieue confortable. Malgré leurs 8 ans d'écart, Katrina et Miranda étaient inséparables. Dès leur plus jeune âge, un lien spécial s'est développé entre les sœurs, qui n'a fait que se renforcer avec le temps. Tous connaissaient Katrina comme l'âme de la société, rayonnant de positivité et de bonté. Les fêtes étaient sa passion particulière. Elle transformait chaque remise de cadeaux en un véritable spectacle. Elle pouvait cacher une petite surprise dans 12 boîtes différentes, créant une véritable aventure pour le destinataire. Son enthousiasme était contagieux. Elle pouvait transformer des moments simples en ambiance festive. La participation active à la vie de l'église locale est devenue une partie importante de son caractère. Katrina trouvait une joie sincère à tendre la main non seulement à ses proches, mais aussi à de parfaits étrangers. À l'âge de 20 ans, le destin l'a mise en contact avec Todd Smith, un expert financier prospère qui élevait 3 petites filles. Leur première rencontre a eu lieu dans un bar local. Todd avait déjà atteint certains sommets dans sa carrière et pouvait offrir un avenir stable. Après 3 ans de relation, ils ont organisé un mariage petit mais très chaleureux. Dans le mariage, Katrina s'est épanouie. Todd, qui gérait son entreprise depuis la maison, pouvait leur permettre de fréquents voyages. Leur relation était remplie d'attention mutuelle et de tendresse. 7 années de leur vie commune se sont écoulées dans l'harmonie et le bonheur. Le couple envisageait une adoption, mais les plans ne devaient pas se concrétiser. Aux premières heures du 23 octobre, vers 5 heures, la police reçut un appel. « Bonjour, ma femme garde des maisons pendant l'absence de leur propriétaire. Je n'arrive pas à la joindre. »« Comment s'appelle votre femme ?» demanda l'opérateur. « Katrina » répondit la voix inquiète. Todd expliqua aux officiers qu'après des tentatives infructueuses de contacter sa femme, il avait vérifié la maison qu'elle devait surveiller. Ne l'y trouvant pas, il s'était immédiatement tourné vers la police. Tous ceux qui connaissaient de Katrina Smith la décrivaient comme une personne extraordinairement responsable. Elle travaillait constamment, s'occupait de sa famille et de ses enfants. Des personnes comme elle ne disparaissent pas sans raison. Après avoir contacté la police, Todd décida d'appeler la sœur de Katrina. Quand il lui demanda si elle avait récemment parlé à sa sœur, la jeune femme répondit que non et s'enquit de ce qui se passait. À ce moment, l'homme perdit son sang-froid et l'informa que Katrina ne s'était pas présentée au travail et qu'il ne pouvait pas la trouver. Miranda sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle savait parfaitement que sa sœur n'avait jamais manqué le travail sans prévenir. Son frère Chad était en exercice militaire en Oklahoma lorsqu'il reçut un appel agité de Miranda. Dans son inquiétude, elle l'informa que Katrina n'était pas rentrée la veille au soir. Chad, surpris, demanda des détails.
Miranda partagea ses craintes concernant la disparition de sa sœur. Le même soir, la police reçut un autre appel. Une résidente signala une voiture étrangement garée près de la rivière Rock. « Quel est exactement le problème ?» demanda l'opérateur. « La voiture est directement sur notre propriété, pas au bord de la route. »« On dirait qu'elle a été abandonnée précipitamment, » expliqua la femme. Lors de l'examen du véhicule, aucun dommage externe n'a été constaté. Il était verrouillé. La vérification révéla que la voiture appartenait à Katrina Smith. Cela inquiéta particulièrement les enquêteurs. Le véhicule était neuf et Katrina en prenait grand soin. Il semblait improbable qu'elle ait simplement laissé sa voiture dans la rue. Les enquêteurs entamèrent un examen détaillé qui révéla des détails troublants. Miranda s'est précipitée vers Todd quand elle a appris les nouvelles. Il était confus. L'information sur la découverte de la voiture de Katrina venait d'arriver. La police lui a demandé de venir confirmer qu'il s'agissait bien de son véhicule. Miranda a décidé sans hésiter de l'accompagner. Sur place, ils ont été accueillis par plusieurs voitures de police. Les agents ont demandé à parler d'abord individuellement avec chacun avant de leur permettre d'approcher le véhicule trouvé. Miranda se souvient comment son cœur s'est arrêté quand elle a vu la voiture de sa sœur qui était sortie dans le fossé. Lors de l'examen de l'intérieur, aucun signe d'incident n'a été trouvé. Cependant, les effets personnels de Katrina manquaient. La mère ne trouvait pas d'explication à la présence de la voiture dans cette zone. Sa fille n'avait jamais été dans cette région auparavant. Des pensées inquiétantes la tourmentaient. Peut-être que Katrina avait eu des problèmes avec la voiture et quelqu'un avait proposé son aide avec de mauvaises intentions. Le 23 octobre, vers 23 heures, les enquêteurs ont invité Todd au poste pour reconstituer en détail les événements du jour où Katrina a disparu. Il a indiqué que sa femme gardait la maison d'amis. Vers 5h30, elle est rentrée chez elle pour mettre la machine à laver en route. Le lendemain, Katrina avait prévu un entretien d'embauche. C'est pourquoi elle est allée au centre commercial le soir pour acheter de nouveaux vêtements. Après être revenue avec ses achats, Katrina a dit qu'elle devait encore se procurer quelque chose. Selon les enquêteurs, elle a quitté la maison une deuxième fois vers 8h30. Elle a dit à Todd qu'après avoir terminé ses tâches, elle passerait la nuit dans la maison des amis. Depuis ce moment, personne ne l'a plus revue. Plus tard, sa voiture a été retrouvée dans une zone où elle n'avait absolument rien à faire. Dans la voiture, tout semblait normal. La situation semblait mystérieuse et inexplicable. Des nouvelles inquiétantes sont arrivées lundi soir. Katrina Smith, âgée de 30 ans, avait disparu. Elle a été vue pour la dernière fois près de sa maison à Roscoe. 2 jours se sont écoulés et on ne sait rien de l'endroit où se trouve la femme. Le mari de Katrina était désespéré et suppliait les puissances supérieures pour le retour de sa bien-aimée à la maison. Les équipes de recherche ont soigneusement examiné la zone du parc où la voiture de la disparue a été trouvée. Chad, à peine arrivé de l'aéroport, s'est immédiatement joint à la recherche matinale dans le parc. Les résidents engagés des districts environnants ont rejoint l'opération. Chad a pris en charge la coordination, s'appuyant sur son expérience militaire. Il a méthodiquement divisé la zone en secteurs, les a marqués sur la carte et organisé des groupes de recherche. Les volontaires ont examiné chaque recoin du parc pendant plusieurs heures. Parallèlement, les enquêteurs recherchaient tous les indices possibles. Les enquêteurs ont minutieusement examiné le terrain, veillant à ne négliger aucun détail. Pendant ce temps, la mère de Katrina accrochait des affiches avec la photo de sa fille sur les lampadaires, dans les magasins et les stations-service. Elle ne pouvait pas se joindre à la recherche. Les émotions étaient trop fortes. Pendant que la zone autour de la voiture de Katrina était examinée, de nouvelles preuves sont apparues. Les enquêteurs ont trouvé son portefeuille, puis d'autres objets personnels. Il semblait avoir été délibérément dispersé sur le chemin depuis la voiture.
À proximité, on a trouvé le téléphone de la disparue et quelques serviettes sales. Tous les objets ont été immédiatement envoyés pour analyse. Cette découverte a fait craindre encore plus pour le sort de la femme. Pour la famille de Katrina, c'était une nouvelle dévastatrice. Ils ont réalisé quelque chose d'irrévocable s'était produit. Scène, Machesney Park, Illinois. C'est insupportablement difficile. Nous attendons son retour, disent les proches. Katrina Smith est partie faire ses courses et a disparu sans laisser de traces. Son mari continue de croire qu'elle sera retrouvée. Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt. Et ce furent seulement ses derniers mots. Pendant que les experts examinaient les preuves, les enquêteurs approfondissaient l'étude de la vie de Katrina. Ils ont vérifié différentes versions. Avait-elle des dépendances? Y avait-il une romance secrète? Peut-être des jeux d'argent? Dans de telles situations, il est important d'examiner chaque détail, des relations familiales aux obligations professionnelles, pour exclure les fausses suppositions. Toutes les personnes interrogées ont caractérisé Katrina exclusivement de manière positive. Elle était connue comme une femme bienveillante, aimable et responsable. Pas de mauvaises habitudes, pas de substances interdites, pas de fêtes bruyantes, uniquement de bonnes appréciations de tous les proches. L'affaire de la disparition de la jeune femme a secoué tout Machesney Park, une petite ville au nord de Rockford, où tout le monde se connaît personnellement. L'histoire de Katrina était sur toutes les lèvres. Les enquêteurs ont commencé par un interrogatoire maison par maison. Peut-être que l'un des voisins avait remarqué quelque chose d'inhabituel. L'examen du portefeuille et du téléphone n'a donné aucun résultat. Cependant, un appel à la police a attiré l'attention. Tard dans la soirée, quand Katrina a disparu, une femme passait sur le pont où la voiture de la disparue a été retrouvée plus tard. Sur le pont se trouvait une voiture bleue qui correspondait à la description de la voiture de Katrina. Le coffre était ouvert et une personne était agenouillée à côté. Le témoin ne pouvait pas distinguer les détails, mais supposait que c'était un homme. Était-ce peut-être juste un problème technique ordinaire? Les enquêteurs ont vérifié tous les rapports de panne sur le pont ce soir-là, mais n'ont rien trouvé. Le fait que le véhicule de Katrina ait été retrouvé plus tard exactement sur ce pont a donné aux enquêteurs une piste importante. Ils étaient voilà convaincus que ces événements étaient liés d'une manière ou d'une autre. La version selon laquelle Katrina aurait pu finir dans la rivière a émergé. L'enquête a commencé à vérifier l'entourage de la femme. Tous sont passés sous observation minutieuse, des parents aux collègues de travail. Il était nécessaire de vérifier l'alibi de chaque personne pour la soirée de la disparition. Les enquêteurs ont essayé de rester impartiaux, même lorsqu'il s'agissait du mari de Katrina, Todd. Les filles de Todd ont assuré que leur père et Katrina formaient un couple parfait. Mais le comportement de Todd lui-même a soulevé des questions pour la police. Il semblait abattu et répétait constamment une phrase « J'espère qu'elle reviendra ». Malgré l'inquiétude générale, les sentiments de Todd semblaient particulièrement profonds. Cependant, l'enquête a pris un tournant inattendu lorsque des informations sont apparues sur un jeune voisin qui, comme il s'est avéré, nourrissait des sentiments romantiques pour Katrina. Dans son cercle d'amis, Katrina avait partagé ses inquiétudes concernant un étrange admirateur de l'Église. Le jeune homme manifestait un intérêt inhabituel pour elle, franchissant parfois les limites. Selon les rumeurs, il avait même été vu sans invitation près de sa maison. La situation l'inquiétait. Bien que le jeune homme ait apparemment abandonné ses tentatives d'approche après avoir commencé ses études, les enquêteurs n'ont pas exclu la possibilité d'une suite à cette histoire. Le dernier appel de Katrina à son frère est resté sans réponse. Plus tard, Chad a découvert un message vocal dans lequel sa sœur, visiblement agitée, demandait qu'il la rappelle. Une telle expression émotionnelle était atypique chez elle, ce qui a immédiatement alarmé le frère.
Au cours de l'enquête, de nouveaux détails sont venus au jour. Katrina avait confié à un ami proche ses craintes de se sentir observée. Pendant que les enquêteurs examinaient l'histoire du jeune admirateur, l'analyse du téléphone de Katrina a conduit à des découvertes inattendues. L'appareil mobile s'est révélé être une véritable mine d'informations. Messages, données de localisation, appels et fichiers multimédia ont formé une image complète. Il s'est avéré que Katrina, qui travaillait comme coordinatrice des ressources humaines, avait entamé une relation romantique avec son collègue Guy Gebril à l'usine de pièces automobiles. Leur histoire a commencé par une conversation décontractée dans un bar après le travail et s'est rapidement transformée en un lien profond. Dans leur dernière correspondance, Guy pressait fortement Katrina de changer son état civil. L'enquête sur le passé de Guy a conduit les enquêteurs à des informations troublantes sur son histoire familiale complexe. Cela a fait de lui une figure clé dans l'enquête. Lors de sa déposition, Guy semblait extrêmement nerveux et confus. Il a confirmé sa relation avec Katrina, mais a affirmé son innocence dans sa disparition, faisant référence à ses horaires de travail à ce moment-là. Pendant que les enquêteurs vérifiaient les déclarations de Guy, les proches de Katrina tentaient d'assimiler ce qui s'était passé. La nouvelle de sa relation secrète a été complètement surprenante pour eux. Depuis la disparition de Katrina, sa mère passait ses journées dans l'attente anxieuse. Le temple devint son seul réconfort. Elle y passait des heures à s'adresser aux puissances supérieures avec des questions sur le destin de sa fille. Dans le parc local, de nombreux citoyens se sont réunis pour prier ensemble pour le retour de Katrina Smith. Elle me manque tellement. Plus que tout, je veux la revoir, ont partagé les proches. Merci à tous pour le soutien, d'être venus. C'est incroyable combien il y a de cœurs compatissants. Quand les habitants de la petite ville ont vu la famille de Katrina à la télévision, ils ont été saisis par leur angoisse. Chacun s'est mis dans la situation, car à la place de la disparue pourrait être n'importe quelle femme, épouse, sœur ou fille. En enquêtant sur la vie privée de Katrina, les enquêteurs ont découvert un étrange incident survenu 2 semaines avant sa disparition. En pleine journée, une Volkswagen Jetta noire est entrée sur le parking. Une personne masquée a distribué de nombreux tracts juste devant les employés de l'entreprise. Les papiers contenaient déjà des commentaires offensants sur la relation entre Katrina et Guy. Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à venir au lieu de travail de Katrina et à distribuer 200 tracts faits main? Les amis ont assuré qu'aucun de leurs proches ne possédait une Volkswagen noire. Mais c'était devenu évident. La femme était surveillée. Katrina a partagé avec son coiffeur ses inquiétudes pour sa propre sécurité et a mentionné son intention d'obtenir des moyens de protection. Elle avait le sentiment que quelqu'un la suivait, mais l'identité de cette personne restait un mystère. Une fois, elle a même visité un magasin de téléphonie mobile en demandant si quelqu'un pourrait suivre ses mouvements via le téléphone. Katrina sentait l'approche d'un malheur. En examinant le véhicule, les spécialistes ont découvert de nombreuses preuves dans le coffre et la boîte à gants. Sous le plancher, ils ont trouvé un dispositif de localisation, similaire à un émetteur GPS. L'expertise a confirmé plus tard. Les traces et taches trouvées appartenaient à Katrina. Le jour où la famille a appris les résultats de l'examen du véhicule est devenu un tournant. La quantité de preuves trouvées indiquait la gravité de la situation. Bien que personne ne voulait penser au pire, il était impossible d'éviter les pensées sombres. Les enquêteurs ont modifié les instructions pour les groupes de recherche. On a demandé aux volontaires de faire particulièrement attention à la terre remuée et aux endroits cachés. Tous ont réalisé, la situation était beaucoup plus grave qu'initialement supposé. Les autorités ont souligné l'importance de la recherche pour la collecte de preuves. Chaque indice pourrait être décisif. 18 jours après la disparition de Katrina, la police a reçu un appel important. Une découverte inattendue a bouleversé les habitants de Winnebago.
Un pompier local, pêchant sur la rivière Rock, a remarqué quelque chose d'inhabituel sur un vieux tronc d'arbre. En s'approchant, il a vu une image triste. Les pompiers de Byron sont arrivés pour ramener la découverte sur la rive. Après un examen préliminaire, il était clair que la découverte était restée dans l'eau plus d'une semaine. L'aide de spécialistes était nécessaire pour une identification précise. Le médecin légiste a confirmé en comparant les dossiers dentaires de Katrina Smith avec les données obtenues, c'était bien elle. Les résultats de l'enquête ont révélé des blessures graves causées par un objet contondant. Cette découverte a complètement changé le cours de l'enquête. Les enquêteurs ont d'abord porté leur attention sur un jeune homme qui avait précédemment montré un intérêt excessif pour Katrina. Au moment de l'incident, il étudiait à l'université de Rockford. La vérification a révélé que ce soir-là, l'étudiant se trouvait dans la résidence universitaire, ce que de nombreux témoins ont confirmé. Ensuite, l'attention s'est portée sur Guy Gebril, avec qui Katrina entretenait une relation romantique. La correspondance découverte entre eux le soir de la disparition montrait des tensions évidentes. Les enquêteurs soupçonnaient que le refus de Katrina de quitter son mari pourrait être la cause des désaccords. Cependant, Guy avait un alibi irréfutable. Sa présence au bureau était confirmée par les données du système électronique de pointage. De plus, il a partagé des informations importantes. Selon ses dires, il avait conseillé à Katrina de quitter Todd en raison de son contrôle excessif. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Todd sur un possible divorce, celui-ci a affirmé que tout allait bien dans leur mariage. Cependant, les amis de Katrina ont raconté une autre histoire. Elle prévoyait réellement le divorce. Cela a été confirmé par l'information sur sa rencontre avec un avocat spécialisé en divorce un jour avant sa disparition. Comme on l'a découvert plus tard, Katrina n'était pas seulement l'administratrice de la maison des amis. Elle y avait définitivement emménagé après sa séparation avec Todd. Cette circonstance a conduit les enquêteurs à reconsidérer l'histoire des tracts et à suspecter l'implication de l'ex-mari. À la recherche de la Volkswagen noire, les enquêteurs ont appelé tous les concessionnaires de la région jusqu'à trouver le bon. Lors de la rencontre avec le directeur, il s'est avéré que la voiture était encore à vendre. Dans la concession, chaque essai routier était soigneusement documenté. En examinant l'impressionnante pile de documents avec des copies de permis de conduire, le directeur s'est soudainement arrêté sur un nom, Todd Smith. Il s'est avéré qu'il avait utilisé exactement cette Volkswagen noire pour un essai pendant la semaine où les mystérieux tracts sont apparus. Chad et Miranda ont été appelés d'urgence au poste. Dans la salle de réunion, on leur a communiqué l'information sur Todd, ce qui les a profondément choqués. Miranda a d'abord refusé de croire. Tout semblait être un film, pas la réalité, a-t-elle partagé plus tard. Le plus difficile pour elle était de reconnaître la vérité tout en faisant semblant que rien ne se passait. Ils ont dû cacher leur connaissance pour que Todd ne soit pas au courant des soupçons. Ils ont observé attentivement son comportement et maintenu un contact constant avec l'enquête. Pendant ce temps, les enquêteurs ont approfondi l'investigation. L'image du mariage parfait de Katrina et Todd a commencé à s'effriter. De graves problèmes financiers de Todd sont apparus. Sa société d'investissement était menacée d'une procédure judiciaire. Katrina était devenue la principale source de revenus de la famille. Le divorce aurait pu priver Todd des ressources nécessaires. Pour avancer dans l'enquête, les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition pour la maison des Smith. Comme c'était le dernier lieu de résidence connu de Katrina, la maison nécessitait une attention particulière. Pendant l'enquête, les experts ont découvert dans un coin du garage de l'équipement sportif portant des traces, nécessitant une analyse en laboratoire. Après avoir comparé les preuves, les enquêteurs ont conclu que cet objet précis était crucial dans cette histoire. Les analyses en laboratoire ont confirmé leurs soupçons.
des traces biologiques de Katrina ont été trouvées sur l'équipement sportif. De plus, les techniciens criminels ont découvert des taches similaires dans le garage sous la voiture que quelqu'un avait tenté de dissimuler. Cela indiquait que quelque chose d'important s'était produit exactement ici. Katrina soupçonnait la surveillance et comprenait probablement que son mari en était responsable. Todd ne suivait pas les mouvements de sa femme via le téléphone, mais à l'aide d'un dispositif spécial sous la carrosserie de la voiture. Les experts ont vérifié l'équipement informatique de Todd à la recherche de programmes pour lire les informations du dispositif de surveillance. Après avoir examiné les données sur les mouvements de Todd, les enquêteurs ont confirmé le fait de la surveillance de sa femme. Ils la suivaient constamment. Un itinéraire particulier a attiré l'attention. Ce chemin pourrait éclaircir les événements de cette soirée où Katrina a disparu. Après avoir retiré le dispositif de surveillance de la voiture de Katrina, qui avait été abandonnée dans un fossé, Todd l'a mis dans sa poche, mais il s'est activé accidentellement. Sur le chemin du retour, il a laissé les affaires de Katrina le long de la route, qui ont été plus tard retrouvées par les enquêteurs, et le dispositif a enregistré tout son parcours. Cette découverte a été décisive pour lancer une enquête sérieuse contre Todd. Les enquêteurs l'ont invité au poste pour l'interroger. Quand ils ont communiqué les résultats de l'enquête, il a simplement baissé la tête. Les enquêteurs attendaient une confession, mais au lieu de cela, le comportement de Todd a changé de façon inattendue. Il s'est levé brusquement, a repoussé la chaise et a exigé « Je veux parler à un avocat. J'ai besoin d'un avocat. » À ce moment-là, les enquêteurs ont vu une personne complètement différente devant eux. Pas le Todd calme et silencieux qu'ils connaissaient auparavant. Pour les procureurs, les preuves recueillies sont devenues le facteur clé et toutes pointaient vers une personne, Todd Smith. Un mois après que Katrina ait rompu le contact, les enquêteurs ont arrêté son mari. Les proches de la femme ont enfin senti que cette période torturante touchait à sa fin. Le 11 janvier 2017, le procès a commencé. Le procès a été difficile pour les proches de Katrina. Ils ont appris pour la première fois de nombreux détails de l'incident qu'ils auraient préféré ne pas connaître. Certaines des photographies présentées ont laissé une impression indélébile dans leur mémoire. Pendant le procès, les enquêteurs ont reconstitué les événements de cette nuit fatidique. Dans la journée, Katrina a rencontré un avocat en divorce. Le soir, elle s'est allée chez Todd pour laver des vêtements pour un important entretien d'embauche. C'est probablement là qu'elle lui a fait part de sa décision de partir. Quand Katrina se dirigeait vers la sortie, Todd n'a pas pu maîtriser ses émotions. Il a saisi une batte dans le coin du garage et a rattrapé sa femme. Ensuite, il a conduit la voiture de Katrina jusqu'à la falaise et a dispersé ses effets personnels sur le chemin du retour. Elle pressentait le danger, mais croyait pouvoir se protéger. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Pendant toutes les années de mariage, Todd a essayé de contrôler totalement la vie de sa femme, du mariage jusqu'à sa tentative de mettre fin à la relation. Il pensait qu'elle ne pourrait cesser d'être sa femme que si elle cessait d'exister. Après 2 semaines d'audience, les jurés se sont retirés pour délibérer. Après une brève délibération, ils ont rendu un verdict juste. Todd Smith a été déclaré coupable. À ce moment-là, les proches de Katrina ont ressenti un soulagement longtemps attendu. Ils ont compris que l'homme qui avait détruit tant de destins recevrait sa punition méritée. Le tribunal a condamné Todd Smith à 59 ans de prison.